Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir dans le club international de 28 minutes samedi, avec une fois de plus une sélection de talentueux invités venus d'ailleurs. Au menu de ce soir, des crues et des inondations qui atteignent des niveaux records en France, des catastrophes climatiques qui se répètent de plus en plus fréquemment. Ces inondations qui arrivent maintenant, dans une ampleur assez extrême, c'est quand même lié pour une bonne partie à l'inaction de l'État. On n'a pas anticipé le fait qu'on allait avoir ces phénomènes extrêmes. Alors comment l'État peut-il être plus efficace? Devons-nous nous convertir à une sorte de culture du risque? On en débattra. Puis nous arpenterons le Népal avec notre invité du samedi, le réalisateur Alexander Murphy, avec son premier long métrage en salle depuis mercredi. Il nous emmène au-delà de Katmandou, sur les traces du Yarsagumba, une étrange créature mythique. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'incontournable Natacha Triou. Salut Natacha. Salut Renaud. C'est quoi le programme ce soir? On va parler de ski et surtout de hors-piste. Pourquoi on continue à en faire alors qu'on sait que c'est dangereux et sur quoi repose le goût du risque? Ah, l'amour du risque. À tout à l'heure, Natacha. Voilà donc le programme du Club international de 28 minutes samedi. Ça commence tout de suite. Valérie Brochard. Bonsoir. Si je m'attendais. Ben non, En fait, je m'y attendais un petit peu. Quand même. Bienvenue, je suis très content de vous retrouver, Pareil. Valérie, bien sûr. Et vous aussi, Jean-Mathieu. Jean-Mathieu Pernin, bienvenue, Jean-Mathieu. Bonsoir à vous. Salut les amis, et voici nos invités de ce soir, avec d'abord une petite nouvelle, si j'ose dire, Rima Abdul-Malak. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes bien sûr ancienne ministre de la Culture en France de 2022 à 2024, et vous êtes désormais directrice du quotidien libanais L'Orient le Jour. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Karima Brick. Bonsoir Karima. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes éditorialiste à Radio-Canada dans l'émission Zone Info. Et puis, j'allais dire un habitué, un régional de l'étape, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas tardes. J'allais le dire, bienvenue à vous, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Très bien. Merci de votre indulgence. Et au pupitre, c'est notre ami Pierre Kroll. Salut Pierre. Bon, tout va bien? Nous sommes là. Bienvenue Pierre, dessinateur bien sûr. Vous dessinez pour le quotidien belge Le Soir, l'hebdomadaire belge Ciné Télé Revue. Et je rappelle votre dernière BD, Dans quel monde on rit, qui est parue aux éditions des Arènes. Tout de suite, la première actualité de la semaine, Valérie, c'est le régime cubain au bord de l'effondrement. Oui, aujourd'hui, la pression accrue de Washington et la fin des livraisons de pétrole vénézuélien plonge l'île dans une crise énergétique et économique majeure, comme nous l'explique ce correspondant sur place. Las consecuencias del asedio petrolero de Estados Unidos son cada vez más brutales y evidentes. Hay personas que están cocinando con leña y carbón por falta de electricidad. Los hospitales están trabajando en servicios mínimos y ni siquiera los camiones de la basura están trabajando. Y las montañas de desperdicios se acumulan ya en las calles de La Habana. Esa es la situación que estamos viviendo aquí. A nivel económico, la actividad está casi paralizada. Juan José Dorado, Cuba est actuellement une nation en faillite. Ce sont les mots de Donald Trump. Est-ce qu'il a raison? Il a en partie raison. C'est vrai que depuis des décennies, Cuba, à cause de l'embargo qui a été mis en place par les États-Unis, a beaucoup souffert. Avec ces dernières mesures, d'autant plus qu'effectivement, le carburant n'est pas là, l'essence n'est pas là, que l'énergie manque. Et donc, effectivement, elle est en crise. Elle est en crise d'autant plus, encore une fois, parce qu'elle vivait de l'aide internationale. Et notamment, il y avait l'aide de l'Espagne, qui a toujours été assez proche des Cuba. Et aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près 1 millier d'entreprises espagnoles qui sont installées à Cuba. Et pour la plupart, elles sont obligées de fermer leurs portes et puis de rentrer avec des dettes énormes. Donc, effectivement, Cuba va mal. Et le problème principal, c'est que les pays qui ont toujours aidé Cuba ne peuvent pas le faire autant qu'ils le faisaient auparavant. Alors, Karima Brick, justement, pourquoi les pays n'aident pas plus Cuba? On sait qu'il y a évidemment toute cette pression avec les États-Unis aussi. C'était de dire les États-Unis veulent mettre un peu cette chape de plomb sur le pays. Si vous aidez, il peut y avoir des répercussions. Mais on verra avec la décision de la Cour suprême des États-Unis, est-ce que ça peut faire en sorte que ce fameux silence sur les droits de douane, sur les droits de douane voilà. réciproques, bon, c'est pas surtout, mais sur là-dessus, c'est quand même assez fondamental. Est-ce que ça pourrait faire bouger les lignes et certains pays qui étaient peut-être plus réticents se disent, on a un peu plus de marge de manœuvre pour intervenir, à tout le moins pour envoyer sur l'aspect humanitaire au moins. Au moins de l'aide humanitaire. Exactement. Tout de même, Rima Abdul-Malak, on voit tout de même ces sanctions qui sont à l'œuvre donc depuis maintenant les années 60. Il y a quand même aujourd'hui une dictature aussi à Cuba. Est-ce que finalement,
on peut se dire que ces sanctions sont légitimes face à un régime aussi dur qu'à Cuba. Alors, en tout cas, ça n'a pas suffi à le faire tomber, mais on sent que la population, j'ai pu lire plusieurs articles là-dessus, commence à critiquer ouvertement le régime, qu'il y a un ras-le-bol qui s'exprime de plus en plus fortement. Maintenant, ce qui est inquiétant aussi, c'est de voir cette volonté suprémaciste de Trump qui dit très clairement qu'il veut restaurer la suprématie américaine sur l'Amérique latine, dans son ensemble. Et donc, ça peut aussi faire peur à la population. Donc, en fait, il y a ce dilemme entre espérer que ce régime quand même tombe un jour et en même temps ne pas espérer une suprématie américaine sur la région. On évoquait l'aide internationale, Juan José Dorado, et vous rappeliez que l'Espagne a souvent aidé le Cuba. Elle a proposé de nouveau son aide, mais il y a effectivement ces menaces de Donald Trump de sanctions éventuelles. Est-ce que ça peut dissuader les Espagnols et au-delà les Européens d'ailleurs de venir en aide sur le plan humanitaire à la population ? Alors, ce qui concerne les Espagnols en tant que tels, non, il y a beaucoup de mouvements pro-Cuba pour aider humanitairement Très Cuba. concrètement, Effectivement, sur les terrains, exemple, des associations qui travaillent effectivement pour envoyer de l'aide humanitaire. Mais par contre, cette semaine, donc, il y avait le chancelier de Cuba qui était allé à Madrid, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères espagnol, et la réponse espagnole a été: on va mettre en place une aide humanitaire d'à peu près 1 million d'euros, ce qui n'est pas énorme, mais il ne s'agit que de l'aide humanitaire, parce qu'en fait, comme je vous disais, le problème pour l'Espagne, c'est qu'il y a énormément d'entreprises espagnoles là-bas, et donc il faut faire très attention à ne pas les pénaliser par rapport effectivement aux sanctions des États-Unis. Il y a aussi peut-être un problème qui va se poser à Donald Trump, c'est l'exode des Cubains vers la Floride. Oui. On parle bientôt des midterms aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait freiner Donald Trump dans son entreprise vis-à-vis de Cuba? C'est très intéressant parce qu'en fait, il se retrouve avec ce fameux défi. Il y a vous avez mentionné la zone d'influence. Les États-Unis l'ont dit, hein, ça fait partie de leur sécurité nationale, cette stratégie de dire cet hémisphère est à nous, c'est vraiment notre... Voilà, directement. Exactement. C'est notre précaré, donc on doit y aller. Et juste le simple fait qu'il y ait ce régime communiste encore présent après des décennies pour l'administration Trump, pour les États-Unis, c'est un affront. Donc il faut faire quelque chose. Et on se dit, après le Venezuela, on a une possibilité de véritablement déstabiliser le régime, mais de l'autre, et ça aussi, ça fait partie de la mission de Donald Trump qui s'est donnée, c'est-à-dire l'immigration. Attention, on veut mieux contrôler les choses et il y a ce risque d'exode parce qu'avec évidemment tout cet aspect humanitaire qu'on a mentionné. Mais on peut se poser aussi la question de savoir aussi, il y a un silence complet, on voit l'Espagne, en effet, culturellement proche, mais le reste des Européens, on ne dit rien. Est-ce que c'est aussi parce que longtemps, il y a eu, même la France, il y a eu des relations quand même assez privilégiées entre la France et Cuba. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu baissé justement ce niveau relationnel parce que Donald Trump exerce une pression sur l'île ? Oui, et aussi parce que Donald Trump a ouvert tellement de fronts que l'Europe n'a pas encore eu le temps de souffler après. Très clairement, elle est impuissante, l'Europe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'Europe doit aussi un peu plus s'intéresser à l'Amérique du Sud, je pense. Oui. Et la France en particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a un silence qui n'est pas normal aujourd'hui. 2 dessins de Pierre Kroll. Alors, dans sa mégalomanie, je suppose que Donald Trump pense qu'à 60 ans, il aurait réglé ça facilement. C'est vrai que ça fait un moment que ça dure. Simplement, et on se souvient du fiasco de la baie des Cochons, ils ont essayé quand même. Et puis, alors, un autre dessin, parce qu'on peut se demander un peu pourquoi s'acharner encore contre ce régime alors que la guerre froide est finie. Donc là, c'est Mélania qui lui demande pourquoi, et il a sans doute des projets immobiliers encore. Merci. Bien vu le chapeau. Pierre Kroll. Valérie, comme chaque semaine, vous emmenez chez l'un de nos chers voisins européens. Ce soir, nous partons en Hongrie, la Hongrie qui va bientôt voter. Et le Premier ministre sortant, Viktor Orban, qui a reçu un sacré coup de main d'un ami étranger dont on vient de parler. Mais oui, Renaud, je vais vous raconter tout ça. Je vous emmène en Hongrie où la campagne pour les élections législatives du 12 avril prochain se déroule dans une atmosphère moins triomphale que d'habitude. Pour Viktor Orban, après 15 années de pouvoir ininterrompu, le Premier ministre est aujourd'hui en difficulté, pointé du doigt concernant l'état des finances du pays. L'économie ralentit, l'inflation pèse très lourd sur le pouvoir d'achat des Hongrois, sans oublier le gel de plus de 20 milliards d'euros de fonds européens pour violation de l'état de droit et la corruption qui ne diminue pas. Pour l'opposition incarnée par Peter Magyar, chef du mouvement conservateur de centre-droit TISA, le coupable est tout trouvé et des solutions évidentes. Repülőrajt és gazdasági növekedés helyett földbe állt a magyar gazdaság és a termelékenység.
hanem még arra is képtelen Orbán Viktor kormánya 3-4 éve, hogy a nekünk járó uniós forrásokat hazahozzák. A korrupció felszámolása érdekében haladéktalanul csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Et plusieurs enquêtes d'opinion annoncent Peter Magyar en tête avec 43% d'intention de vote contre seulement 38% pour l'actuel Premier ministre et son parti Fidesz. Viktor Orban pourrait perdre le pouvoir, mais avant de s'avouer vaincu, Super Trump est apparu. Sur son réseau social, le président des États-Unis a publié « Viktor Orban est un véritable ami, un combattant et un gagnant. Il a mon soutien complet et total pour sa réélection en tant que Premier ministre de la Hongrie. » Et pour compléter la panoplie du soutien sans faille des États-Unis, eh bien c'est Marco Rubio qui s'est déplacé jusqu'à Budapest lundi dernier. The relationship between the United States and Hungary today is as close as I can possibly imagine it being. And it's not just close rhetorically, it's close in action. And we also want to thank you, and I want to thank you on behalf of the President of the United States for the indispensable role you played on the board of peace. Et en effet, le Premier ministre hongrois était le seul Européen membre officiel du Conseil de la paix qui s'est réuni pour la toute première fois à Washington ce jeudi autour de Donald Trump, seul représentant de l'Europe assis à la table des discussions puisque l'Italie, l'Allemagne et une commissaire de l'Union européenne s'y sont rendus en simples observateurs. L'administration américaine voit en Orban un allié idéologique sur le vieux continent. Souverainisme, contrôle migratoire, méfiance envers Bruxelles et conservatisme assumé en matière sociétale. Un signal politique pour Trump et une bouée diplomatique pour Orban qui met en avant sa stature internationale. Son pari est simple, si la Hongrie brille sur la carte géopolitique, eh bien peut-être que ses électeurs oublieront le prix du pain. Juan José Dorado, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que cette stratégie d'avoir un allié indéfectible comme Donald Trump, ça peut faire remonter Orban dans les sondages, voire peut-être le faire gagner les élections? Ça paraît compliqué aujourd'hui au regard des derniers sondages, c'est l'évidence, mais effectivement, peut-être c'est la dernière carte qu'il peut jouer au niveau de ces élections du mois d'avril. Après, la question qu'on va se poser, c'est que nous allons faire, les Européens, derrière justement, devant cette élection. Vous l'avez signalé, il y a un gel d'avoir qui devrait arriver en Hongrie, mais nous, qu'est-ce que nous allons faire, nous, les Européens? Karim Abric, le soutien de Donald Trump là, pour un Premier ministre sortant en Europe, en l'occurrence Viktor Orban, est-ce que c'est forcément un atout, une aide précieuse qui peut l'aider à gagner, ou à l'inverse, est-ce que ça peut se transformer en boulet qui lui nuisent dans les urnes? On a vu les deux cas de figure depuis un an. Ben, en général, on n'aime pas toujours quand il y a cette idée d'une sorte d'ingérence. Cela dit, il y a quand même une partie de la population qui peut apprécier aussi Donald Trump sur certaines positions, notamment sur la question de la régulation des flux migratoires. C'est un vrai enjeu dans plusieurs pays occidentaux et aussi en Europe. Et ça nous force, je trouve, même à se questionner, parce qu'au sein même de l'Union européenne, souvent on entend des critiques à l'égard de M. Orban, de ce qui se passe en Hongrie, mais sommes-nous prêts, nous-mêmes, en Europe, de tolérer qu'il y ait d'autres visions de l'Europe des nations, ou l'Europe qui est davantage une Europe fédérale, où on s'entend un peu plus sur ces règles communes? Et je pense que c'est ces deux visions aussi qui s'affrontent au-delà de la position de Trump, qui, oui, a besoin d'avoir aussi des alliés avec cette fameuse vision de déclin civilisationnel, ces choses-là. Civilisationnel de l'Europe. Voilà, donc il y a aussi... C'est pas forcément pour aider l'Europe, qui cherche des alliés. Eh ben, il y a besoin de ces alliés, effectivement, aussi. Et Abdul Malak, l'occasion aussi de regarder d'un peu plus près aussi cette première réunion à Washington du Conseil de la paix. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était quand même une mise en scène finalement assez faible par rapport à tout ce que Trump avait annoncé de manière tonitruante avant. Il y a quand même plus d'une quarantaine de pays déjà. Bien sûr, mais enfin, les budgets ne sont pas si clairs, les concrétisations ne sont pas si claires. Et puis, sur le terrain, de toute façon, à Gaza, on en est très très loin. Et au même moment, Israël est en train de réannexer petit à petit la Cisjordanie, en tout cas de développer la colonisation de manière très très rapide. Mais est-ce qu'il vaut mieux en être quand même de ce Conseil de la paix, justement, pour soit regarder... Alors, pour l'Europe, moi, je ne pense pas. Pour l'Europe, il me semble que non. C'est une entreprise à la botte de Donald Trump. Mais Viktor Orban y est, on en parlait à l'instant. Oui, parce qu'il a ses propres intérêts pour justement se distinguer des autres partenaires européens. Mais c'est quand même une manière de détourner ce qui était la mission originelle de l'ONU et de transformer cette mission en logique transactionnelle, qui est celle constamment de Donald Trump. Et donc en ça, Donald Trump aurait réussi son pari alors?
En tout cas, il a fait exister son Conseil de la paix et son mini-ONU à lui. Ça, oui, il le fait. Et en tout cas, le monde et même l'Europe, ça l'intéresse, Donald Trump, hein, n'est-ce pas, Pierre Kroll? Voilà, encore une fois, un dessin de Donald Trump. C'est le dernier pour aujourd'hui, c'est promis. Voilà. Trump s'amuse en Europe à déplacer ses pions, qui sont donc tous les populistes, tous les leaders d'extrême droite, à chaque élection. Merci Pierre Kroll. Il est temps maintenant de rendre visite à Olivier Boucreux. Chaque samedi, il récompense son employé de la semaine. Et ce soir, il honore les mérites du vrai pilier du régime britannique. La couronne chancelle. Le Premier ministre est sur la sellette. Et s'il n'en reste qu'un pour tenir le coup dans la tempête, c'est bien Larry the Cat. Nous sommes tous des employés, certains sont remerciés sans indemnité, lui change de chef sans rendre son badge, ou plutôt son collier. Who's your favourite Prime Minister? Who's the worst Prime Minister? I think he's been media trained. C'est qui Larry, un chat errant devenu Chief Mauser to the Cabinet Office, autrement dit souricier en chef du Royaume-Uni. 19 ans, 15 ans de service et 6 premiers ministres, de David Cameron à Keir Starmer, en passant par Theresa May. Flashback janvier 2011, des rats traversent les marches du 10 Downing Street devant la caméra, panique médiatique. David Cameron recrute alors Larry au refuge. Les débuts sont poussifs, manque d'instinct de tueur, beaucoup de siestes, la presse le surnomme Lazy Larry. Cet aristochat de gouttière préfère courir après Maisie, sa petite amie, à poil. Première souris en avril 2011, depuis il s'est bien rattrapé, il chasse même le renard ou le pigeon. Fiche de poste, inspecter les dispositifs de sécurité et tester les canapés, c'est écrit noir sur blanc. Dans les faits, Larry surgit au cœur des poignées de main diplomatiques. Obama le salue, Van der Leyen le caresse, Zelensky lui sourit. Mais il a ses têtes, Donald Trump a vu sa limousine blindée immobilisée, le chat faisait la sieste dessous. Contrairement à ses prédécesseurs financés par le Trésor depuis 1929, son entretien à lui repose sur des dons volontaires des employés. Un fonctionnaire, oui, mais financé par le personnel. Large following who want to know that he's doing okay and, think that he's literally the one who's running the country. En 2024, sa cote de popularité dépasse celle du Premier ministre. Son compte X non officiel dépasse les 880 000 abonnés. En pleine crise Boris Johnson, on peut lire soit il part, soit je pars. En 2023, face aux rumeurs sur sa santé, essayer d'être heureux après 5 premiers ministres conservateurs, l'humour britannique a trouvé son maître. Et finalement, pourquoi lui? Parce que dans un royaume à l'instabilité chronique, il est le seul à n'avoir jamais perdu la majorité absolue, ronronnante. Karim Abrik, le Royaume britannique est en mauvais état. Le Canada, membre du Commonwealth, regarde ça, j'imagine, de près. Oui, Qu'est-ce que ça dit dans cette situation politique-là, cette popularité de Larry? God save the cat? Oui, exactement. Non, mais Larry, c'est une star et je pense que ça permet d'humaniser justement les politiques, cet aspect des fois qui semble un peu éloigné des citoyens et ça reste comme ça. Et c'est drôle parce que quand on regarde, par exemple, du côté des États-Unis, il y avait cette tradition aussi des chiens à la Maison-Blanche. Et en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec Donald Trump. Donc, est-ce que ça dit quelque chose de la politique? Peut-être quelque chose de moins attendrissant, peut-être? Je ne sais pas. Rosette Dorado, est-ce que justement en Espagne, on est aussi un peu porté sur ces animaux de pouvoir ou pas? Ça existe d'ailleurs ou pas? Alors, la Moncloa, le palais où réside le président du gouvernement, les premiers ministres, il y a des chats. Et un citoyen, il y a quelques années, il y a 2 ans, a posé la question qui paye justement les chats, l'alimentation des chats. Et donc, c'est une partie du budget qui est alloué à la Moncloa qui sert à payer justement les chats qui sont dans le bois qui entoure le palais. Mais effectivement, c'est plutôt l'Espagne un pays des chiens, puisque tous les premiers ministres depuis Belle Lurette, depuis la démocratie, ont eu des chiens. Et Pedro Sánchez, l'actuel Premier ministre, a aussi son chien. C'est lui qui apparaît dans les photos. Les chats, on ne les appelle pas, on ne sait pas qui ils sont, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. En tout cas, France aussi, c'est les chiens. Oui, c'est vrai. À l'Élysée, oui, toujours des chiens. Et en tout cas, l'intérêt des chats pour la responsable politique, c'est qu'en général, ils sont loyaux, puisque plutôt discrets, c'est cela, Pierre Kroll? Oui, j'imagine que Larry doit faire un peu le snob dans son quartier avec les chats de gouttière du quartier. Il doit savoir beaucoup de choses. Mais voilà. ne dit rien. Voilà. Tu sais des choses sur Andrew Epstein, raconte. Je ne dirai rien. Voilà. Ça tombe bien. Merci, Je peux vous dire Pierre. qu'en Belgique, notre Premier ministre essaie aussi d'attendrir avec son chat. C'est tout nouveau. Il s'appelle Maximus. Voilà, c'est pour une petite info. Merci. On en parlera une autre fois. Très bien. Merci Pierre Valéry. L'autre dossier de la semaine, c'est le niveau record atteint
par les crues et les inondations en France, en particulier dans le sud-ouest et dans l'ouest du pays cet hiver. Absolument, Renaud. Depuis la mi-janvier, la France enchaîne près de 5 semaines de pluie continue. Les tempêtes se succèdent et les vigilances crues se multiplient. Jamais le pays n'avait connu d'inondation d'une telle ampleur et aussi répandue sur le territoire. Angers, Bordeaux, Nantes et de nombreuses villes alentours n'ont pas fini d'écoper que les hydrologues évoquent déjà les prochaines perturbations climatiques. Pour le ministre délégué chargé de la transition climatique, de la transition écologique, il faut dépasser l'urgence et penser déjà des réponses à long terme. Les réponses que l'on doit fournir à plus long terme sont des réponses d'adaptation. C'est ce que l'on fait au travers du plan d'adaptation au changement climatique. C'est ce que l'on fait au plan local avec les programmes d'action et de prévention des inondations pour construire demain différemment, peut-être pour délocaliser certaines activités et puis également en se préparant à travers la résilience. Juan José Dorado, en octobre 2024, dans la province de Valence, l'Espagne a connu des épisodes de crues dantesques, exceptionnels, qui ont fait plus de 200 morts, je crois, des milliers de blessés, autant de conséquences dramatiques. Comment vous regardez ce qui se passe en France et quelles leçons vous pouvez peut-être nous apporter aujourd'hui ? Difficile d'apporter des réponses à la France parce que vous avez quand même quelques années de prévention devant l'Espagne. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, aujourd'hui, nous n'avançons que quand il y a des grosses catastrophes naturelles. Les catastrophes de 2024, qui ont coûté la vie à plus de 230 personnes du côté de Valence, ont fait effectivement au gouvernement de prendre conscience que les grands crues, les grandes pluies, il fallait s'attendre à elles et il fallait prévoir. Il y a eu des décisions depuis, justement. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne depuis ? Il y a des décisions qui ont été prises, effectivement. Déjà, il va falloir... Ils ont revu les plans d'urbanisation. Là, vous avez des photos qui montrent dans quel état était la ville de Paiporta, du côté de l'Espagne. Un peu plus d'un an après, ce n'est pas encore complètement réparé parce qu'il faut beaucoup investir justement pour éviter dans le futur que ça puisse arriver. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup investi pour lutter contre le changement climatique, mais ce qui touche la sécheresse, l'augmentation des températures, mais, les crues, là malheureusement l'urbanisation croissante de toutes les villes espagnoles fait qu'aujourd'hui on est en défaut par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Et vous parliez évidemment des températures aussi qui augmentent. Ça m'amène, Karim Abric, à vous parler des incendies. J'ai noté en 2025 au Canada entre 8 et 10 millions d'hectares brûlés. Comment vous regardez les choses aujourd'hui ? Et pareil, même question, est-ce que vous avez mis en place des choses qui vous permettent aujourd'hui de vous prémunir des prochains incendies ? Mais on dirait que tout le monde se réveille aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'il y a des villes aussi, des territoires qui avaient été aménagés complètement dans un autre contexte. Il y a des villes, ça n'existait même pas. Ce sont les problèmes, j'allais dire, post-industriels aussi qui sont arrivés. Comment a-t-on décidé d'aménager nos territoires? L'appât du gain aussi. Donc on a fait un peu fi de certaines considérations de base, autant pour les citoyens que pour les territoires. Vous avez mentionné ces phénomènes extrêmes et on est confrontés tous à ça. Certains, ça va être de la sécheresse, des feux, des inondations. Et oui, par exemple, au Québec, il y a eu aussi beaucoup de crues et des inondations. Il y a des plans stratégiques maintenant où on va recartographier complètement, se dire, OK, il faut réactualiser la cartographie des territoires et indiquer en fonction des endroits, des régions, est-ce qu'il y a des endroits urgents, des lieux vraiment où il faut faire quelque chose. Et oui, c'est un réinvestissement massif, mais l'argent est où aujourd'hui? Oui, c'est ça, et où va l'argent aussi? Alors, c'est l'enjeu maintenant aussi. Rima Abdul-Malak, vous avez été au gouvernement, autour de cette table, vous êtes la seule, je pense, je crois. Voilà, ici, mais quand on voit ce genre d'exemple-là qu'on vient de citer, les inondations, les feux, on dit toujours gouverner, c'est prévoir. Anticiper. Et anticiper. Est-ce que ça veut dire aussi que ce genre de choses n'alimente pas une certaine défiance envers aujourd'hui des gouvernements qui ne font rien ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a énormément de plans d'anticipation. Même moi, pour la culture, on avait fait des plans d'anticipation par rapport au réchauffement climatique, par rapport au risque de crues, pour des réserves des musées. Quand on a pensé, par exemple, le chantier de Notre-Dame, le parvis, le choix du paysagiste architecte pour réaménager le parvis de Notre-Dame a été pensé avec, dans 20 ans, le réchauffement climatique, l'enjeu de végétaliser, de mettre de l'ombre, d'assurer un meilleur accueil des visiteurs. Donc, on a toujours ça en tête, mais c'est vrai que dans les négociations budgétaires,
je l'ai vécu comme ministre, c'est toujours le plus difficile, c'est de convaincre sur la nécessité de mettre aujourd'hui des budgets qui vont servir dans 10 ans. Il y a toujours d'autres urgences. Il y a toujours d'autres urgences. Il y a toujours d'autres urgences et le budget n'est pas illimité. Donc, c'est des choix à faire. Il faut savoir assumer des choix pour le long terme qui ne sont pas visibles tout de suite. Ces choix de long terme, Juan José Dorado, ils imposent par exemple de modifier l'aménagement du territoire, de déplacer des populations, en tout cas de ne plus construire dans des tas d'endroits dans un pays pour anticiper les risques des catastrophes à venir. On devrait peut-être le faire, mais dans une démocratie où vous avez des élections comme en Espagne tous les 4 ans, vous ne déplacez pas les villages. C'est les élections. Parce que vous avez des élections, donc il y a toujours d'autres choix. Aussi, et des élections locales, donc c'est très compliqué de le faire. Donc il faut prévoir, l'Espagne a commencé à le faire pour la sécheresse il y a 25 ans, mais c'est vrai que pour les grands crus, les grandes pluies, on ne l'a pas fait et on a construit un peu et n'importe comment, effectivement, comme vous disiez, par rapport au Canada. Et donc faire face à ça, c'est très compliqué. Et pour un politique, quand tu as des élections tous les 4 ans, il vaut mieux pas le faire parce que vous risquez pas d'être élu. Karim Abrik, est-ce que justement aujourd'hui au Canada on essaye de faire accepter ça aux populations? Il y a eu énormément de personnes déplacées, je lisais 85 000 personnes évacuées en 2025 sur l'ensemble du Canada. Est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux compris? Oui, il y a cette volonté aussi. Le territoire est beaucoup plus vaste aussi, place, donc on a peut-être... il y a ces enjeux, puis je vous dirais cette sensibilité à l'environnement, ces choses-là, c'est quelque chose quand même qui est très bien compris par la population. Mais je trouve qu'il y a un principe de réalité, c'est qu'à un moment donné aussi, les citoyens ne croient plus nécessairement aux politiques parce qu'il y a le quoi qu'il en coûte. C'est qu'on trouve toujours de l'argent quand il y a une situation d'urgence. Mais vous parlez d'anticipation, ça, c'est pas très, très populaire pour le bulletin de vote. Et ensuite, on fait des choix aussi. En ce moment, on aurait intérêt à se retourner vers la diplomatie, la paix. On parle de ce qui se passe en Ukraine après 4 ans. Il y a des milliards de dollars maintenant. On est dans une logique, se dire il faut se réarmer. Oui, certes, il faut se réarmer, mais c'est beaucoup de milliards de dollars, d'euros pour ce réarmement. Et on a de l'argent pour ça, mais il faut faire des choix. Donc, on ne peut pas mettre de l'argent partout aussi. Et ça aussi, c'est une responsabilité. Rima Abdul-Malak, il y a ce problème de confiance aussi entre les gouvernants et les citoyens, justement les électeurs, qui ne font plus forcément confiance. Oui, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Après, je pense que moi, j'évite de faire des trop grandes généralités. On a aussi des élus locaux qui sont extrêmement engagés. Ces décisions ne relèvent pas uniquement de l'État et d'en haut. C'est forcément imbriqué avec des décisions locales quand il s'agit de déplacer des rues entières, des villages et d'anticiper sur plusieurs années des relogements, etc. Donc, et sur énormément de situations très locales, en fait, ce travail se fait concrètement entre le gouvernement et des élus de tous bords politiques qui sont pragmatiques et qui veulent faire avancer les choses. Un dessin de Pierre Kroll. Oui, voilà, tout simplement. Est-ce que l'avenir, c'est ça? Vivre toujours prêt. Merci Pierre. C'est à vous maintenant Jean-Mathieu Pernin, puisque vous avez encore regardé cette semaine la télé des autres et même les télés des autres, les télés de nombreux pays qui n'ont Dieu que pour une femme française qui est devenue l'icône de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, cette semaine, donc j'ai regardé en effet les chaînes du monde entier. On voit que cette chronique prend de plus en plus d'ampleur. Il y a eu quand même beaucoup d'argent dans cette chronique. Et donc en zappant, j'ai découvert en tout cas qu'un livre était en train de faire le tour de la planète, un ouvrage particulièrement attendu. Mañana en todo el mundo se presenta el libro de memorias de Gisèle Pelicot. Ustedes saben, Gisèle Pelicot es esta mujer de 73 años que al menos desde el 2011 al 2020 fue violada en reiteradas oportunidades por quien era entonces su marido y luego también a otros por lo menos 70 hombres que participaron de estas violaciones. Voilà, ça c'était en Argentine, mais également dans le reste de l'Amérique du Sud, en Europe, dans les principaux pays d'Asie. Une traduction dans pas moins de 22 langues, ce livre. Le récit de Gisèle Pelicot, c'est le phénomène d'édition du mois de février. L'attente était mondiale, tant le procès des viols de Mazan en 2024 a eu un retentissement international, apparu à visage découvert lors des audiences. Gisèle Pelicot est devenue le symbole des victimes de soumission chimique, une figure tout simplement de la fierté, et même un peu plus, comme l'explique sur la chaîne internationale allemande DW, la journaliste Britta Sandberg. Early, she decided that she didn't want to do a book just about the trial. She wanted to tell also all these women who had been applauding her and had been there and had followed the trial all over the world.
Le New Yorker, Vogue, la BBC, CBS, El País, El Corriere della Sera, El Spiegel, Sydney Morning, la sortie et la joie de vivre occupent depuis quelques jours les colonnes de nos prestigieux confrères. Alors, presse écrite, télé, mais également conférence. Prochainement, Gisèle Pelicot évoquera son livre en Allemagne, à Hambourg, dans une des plus grandes salles de la ville. Hier, elle était sur une scène londonienne, aux côtés de comédiennes, où par exemple Kate Winslet et Christine Scott Thomas ont lu des passages de son livre, un ouvrage qui en Angleterre fait déjà l'objet d'une adaptation audio par l'actrice Emma Thompson. Alors les droits internationaux de ce livre ont été supervisés par l'agent littéraire Susanna Lee. Alors c'est une sommité dans le monde de l'édition, c'est elle qui s'occupe par exemple de Marc Lévy. Elle a été interrogée par le journal Libération. Susanna Lee, elle explique que le lancement du livre de Gisèle Pelicot à l'international est comparable au lancement du livre d'Ingrid Betancourt en 2010 ou celui de l'année dernière des mémoires d'Alexis Navalny, bien sûr l'opposant à Vladimir Poutine. Gisèle Pelicot est devenue l'incarnation du combat féministe sous toutes les latitudes, mais selon la philosophe française Manon Garcia, interrogée par la chaîne britannique Channel 4, le message de celle qui a refusé de se cacher face à ses agresseurs est aussi à direction des hommes. I don't want men to be shamed about their masculinity or anything like that, but I want them to look at themselves. The problem is that just as much in the Epstein case as in this case, people say, oh, we didn't know. But the question is rather, we didn't want to know. Alors Gisèle Pelicot ne va pas s'arrêter à quelques semaines de promotion, elle va même profiter de quoi gagner quelques miles, puisqu'elle va se déplacer aux États-Unis, au Canada également prochainement. Ensuite, on parle peut-être aussi d'un déplacement en Asie où son ouvrage, figurez-vous, vient d'être traduit en mandarin taïwanais. Voilà, c'est quand même assez précis. À la rencontre, bien sûr, de celles et ceux qui l'ont soutenu depuis 2024, le monde entier, en fait, un peu comme reconstruction. Mais Karim Abri, quel retentissement, justement, cette affaire a eu au Canada? Ben, ça a été énorme. En fait, ça a été énorme. Vous savez, dans la foulée du mouvement MeToo, on entendait souvent ce slogan, cette phrase, la honte doit changer de camp. Je pense qu'avec Gisèle Pelicot, on est passé du slogan à la réalité. Et c'est aussi, finalement, une sorte de triomphe de la résilience, du courage et de la vie. Parce qu'elle le dit aussi, dans la foulée de la sortie de ce livre, elle dit « Je m'autorise à être heureuse ». Donc, imaginez le message puissant que ça envoie à toutes les victimes de violences sexuelles, les victimes de cette soumission chimique, et elle dit finalement, vous savez, non seulement vous n'avez pas à avoir honte, mais vous pouvez aussi vous réapproprier votre histoire et votre vie et le futur. Juan José Dorado, en Espagne, on a entendu parler de Gisèle Pelicot? Énormément. Un hymne à la vie, c'est le titre, en espagnol, la traduction. Et on a beaucoup parlé du procès en Espagne, notamment la plupart des correspondants sont allés suivre le procès. Il y a même certains qui sont restés pratiquement tout le temps. Et tout a commencé par cette décision de Gisèle Pelicot de refuser le huis clos, justement, pour que la honte change de camp. Cette décision-là, elle a eu un impact aussi... Énorme, d'autant plus que l'Espagne lutte depuis longtemps, depuis 26 ans, contre la violence faite aux femmes. Et donc, même si on est habitué à un certain nombre de cas, c'est vrai que le cas et voir ce jugement et voir cette femme laisser les portes ouvertes pour que tout le monde voit ce qui s'est passé a beaucoup impacté les Espagnols. Donc, un hymne à la vie. Un hymne à la vie, et je pense que ce titre en espagnol va très bien parce que ça nous a beaucoup touchés. Et espérons qu'effectivement d'autres femmes vont faire pareil dans l'avenir pour éviter au moins ce qui s'est passé aujourd'hui. 2 dessins de Pierre Kroll. Alors, il y a un an tout juste, Renaud, sur ce plateau, dans cette émission, j'avais fait ce dessin-ci, que j'aime encore assez. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait, cette madame? Je t'expliquerai un jour. Et si je le reprends aujourd'hui, c'est pas par paresse, c'est parce que avec ce livre qui sort dans le monde entier, la statue de Gisèle Pelicot prend encore une autre dimension. Ouais. Merci Pierre. Et maintenant, nous allons accueillir notre invité du samedi. Dans son premier long-métrage documentaire, le réalisateur Alexander Murphy nous entraîne au Népal, dans le sillage de 2 jeunes filles qui quittent la capitale, Katmandou, pour le village de haute montagne où vivent leurs parents, à la recherche d'une étrangeté de la nature, une créature hybride, mi-chenille, mi-champignon, qui pousse sur les hauteurs de l'Himalaya. Ça s'appelle le Yarsagumba. Le Yarsagumba, exactement. Yarsagumba. Bonjour. Bienvenue à vous, Alexander Murphy. Le Népal, vous l'avez découvert il y a quelques années, il y a 7 ans, je crois. Et vous y avez rencontré donc les héroïnes de votre film, Jamuna et sa sœur. Comment les avez-vous rencontrées et quelle était leur histoire? Qu'est-ce qui fait que, justement, vous avez noué ce lien avec elles? Moi, avant tout, c'est l'aspect humain. C'est pour
ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je fais des films. Mais c'est vrai que c'est l'environnement qui me pousse à trouver un personnage, une histoire. En l'occurrence, ici, c'est des cueilleurs qui risquent leur vie pour trouver ce Yarzagomba à 5000 mètres d'altitude, qui est un champignon aphrodisiaque qu'on surnomme le Viagra de l'Himalaya, qui coûte plus cher que de l'or. Ouais. Et qui atteint aujourd'hui qui a une valeur très... Et du coup, moi, je trouvais ça fascinant, mais je voulais pas faire un film sur le champignon. Donc, du coup, je me suis dit, si je peux trouver une histoire profonde qui me touche, avec un lien avec cet environnement-là, là, il y a peut-être un film. D'où, justement, et du coup, je suis parti, en 2019, à la quête de mon personnage. Et là, pour arriver à Bhopal, on passe par plein de villages différents. Je suis arrivé à Maïkot et j'ai rencontré une jeune fille avec des lunettes rondes. Je me dis, il y a quelque chose, elle est un peu différente, et c'était Jamuna. Alors tout de suite, Alexander Murphy, on va regarder la bande-annonce d'Au-delà de Katmandou, votre film qui est sorti en salle cette semaine. Tahini agasi pwilete. Kusi tau sur laptop daste. Ye pare laptop daste. Alors dans une scène du film, les 4 sœurs sont réunies, elles parlent de leurs rêves et l'une d'elles dit moi si je veux partir à l'étranger c'est parce que je voudrais me sentir plus en sécurité. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui au Népal? Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile d'être une femme et un homme au Népal. Mais peut-être plus difficile dans les villages reculés pour ces jeunes femmes parce qu'il y a une forme de désertification aujourd'hui dans ces régions où il n'y a que des personnes âgées ou des jeunes femmes avec des enfants. Okay. Et donc du coup, les hommes partent travailler dans les pays du Golfe et on voit de l'argent pour les soutenir, sauf que du coup, ça crée une sorte de dépendance des hommes forcément. Et dans ces villages-là reculés, il n'y a pas forcément d'éducation, il n'y a pas de moyens de gagner d'argent. Et ce qui est vraiment très difficile, c'est qu'en 2019, quand je suis allé, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc ces jeunes femmes ont une visibilité, ont accès au monde, sauf qu'elles sont coincées dans cette arène, d'une certaine manière. Une sorte de carcan. Et en septembre dernier, pourtant, le monde entier a découvert cette jeunesse, justement népalaise, qui s'est révoltée véritablement, ce qu'on appelait la première révolte de la Gen Z. Ça vient de là, ils ont mis le gouvernement à terre. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous l'avez vécu, vous l'avez vu ça? Est-ce que ça peut changer la vie de ces jeunes, justement, ce qui vient de se passer? Oui, je pense que ça résonne complètement avec l'histoire de Jamuna. Mais moi, je sentais un peu cette image-là de cocotte minute. Ah oui. Et là, d'un coup, on a soulevé le couvercle et il y a une sorte d'explosion parce que ces gens-là, en fait, il y avait une explosion d'émotions, surtout. Ces gens-là, ils sont très fiers de leur pays, ils sont très attachés à leur pays, sauf qu'aujourd'hui, ils sont obligés de quitter le Népal. Et donc, du coup, c'est un réel déchirement, c'est ce qu'on raconte dans ce film. Imi Abdul-Malak ? Oui, le film m'a beaucoup touchée. Je voulais vous demander, vous qui êtes franco-irlandais, est-ce que cette double culture a influencé en quelque sorte votre regard sur le Népal? Est-ce que ça a amené ce lien? En tout cas, quand vous filmez, on sent une empathie, un respect, on ne sent pas un regard exotisant en fait. Est-ce qu'il y a un lien quand même avec votre double culture? Non, je ne pense pas qu'il y a un lien avec cette double culture, mais c'est juste que... Pour moi, cette histoire résonne dans le sens où j'avais une forme d'admiration pour Jamuna. C'est une jeune fille. Quand j'ai rencontré, elle avait 15 ans, elle s'occupait de sa petite sœur. À Katmandou, elle payait le loyer, elle payait la nourriture, elle envoyait de l'argent dans les villages et donc pour ses parents. Et donc, du coup, il y avait cette admiration-là. Mais moi, j'ai fait ce film-là parce que j'ai vu une certaine énergie, une vision chez elle où elle avait envie de se donner les moyens d'être libre. Et c'est ça qui, moi, m'a donné envie d'accompagner cette fille-là. Et justement, vous l'accompagnez tout au long du film, comme vous le dites. Il y a une vraie empathie, il y a un vrai parcours commun. Vous êtes toujours en contact, vous avez des nouvelles aujourd'hui? Comment elle va, Jamuna? Elle va bien, elle est avec moi d'ailleurs. Elle est venue pour l'avant-première et la première du film, donc c'est absolument formidable. C'est la première fois qu'elle vient en Europe? C'est la première fois qu'elle vient en Europe, là-bas en France, à Paris. C'est un peu un rêve aussi pour elle, donc c'est absolument formidable. Mais aujourd'hui, cette fille, elle est au Japon, elle commence ses études,
Et elle travaille, donc du coup, elle s'en sort, c'est très difficile. Mais je trouve qu'il y a un courage, il y a quelque chose là-dedans où cette jeune fille, normalement, elle est censée être aujourd'hui à Katmandou, à travailler, enchaîner 3 boulots, et d'avoir un homme qui lui dit quoi faire, quoi. Et donc là, elle a cette liberté. Pour c'est absolument comprendre formidable. justement cette quête de liberté, il faut absolument aller voir votre film, donc Au-delà de Katmandou, qui est en salle depuis cette semaine. Merci Alexander Murphy d'être passé par le plateau du Club international de 28 minutes samedi. Tout de suite, un dessin de Pierre Kroll. Oui, voilà, j'ai vu ce film hier, était effectivement formidable. Et je suis déjà allé au Népal déjà, donc j'ai plutôt pensé à ces pays qui sont magnifiques, qu'on aime aller voir et où on ne pense pas toujours qu'il est vraiment pas facile d'y vivre. En effet. Merci Pierre. Place maintenant à notre philosophe des fins de semaine, l'indispensable Benoît Forgeard. Dans Dérivés et Continents, il continue d'explorer, comme chaque semaine, de grandes énigmes métaphysiques. La preuve ce soir encore avec cette question incontournable. Que deviennent les couleurs quand on ne les regarde pas ? Bonsoir Renaud. Pour riposter au gris muraille avec lequel certains tentent de peindre le monde, je viens ce soir vous parler couleurs. Vous l'avez appris à l'école ou sur YouTube, les couleurs n'existent pas en soi. Sans moi pour le regarder, sans vous pour en faire autant, le drapeau bleu-blanc-rouge n'est ni bleu, ni blanc, ni rouge. Son tissu réfléchit la lumière en vain. De même, la pomme verte dans la cuisine, dès que j'ai le dos tourné, cesse d'être verte. Bien sûr, sa surface continue à absorber certaines longueurs d'onde, mais s'il n'y a pas un œil pour le capter, pas de vert. Ce constat pourrait avoir pour effet de nous pousser au narcissisme. On aurait vite fait de se dire que sans nous pour en percevoir les effets, sans nous pour vibrer, ce monde est nul. Il y aurait de quoi se faire pousser un melon énorme, ce qui n'est pas le but de cette chronique, loin s'en faut. Rappelons que nous autres humains ne sommes pas les seuls destinataires des phénomènes du visible. Pour Sylvain, par exemple, qui pas plus que les autres chiens ne perçoit le rouge, le drapeau national est bleu, blanc, vert, ce qui ne l'empêche pas d'être patriote. Quant à la crevette menthe, elle voit carrément des couleurs que nous ne pouvons concevoir. Ainsi faut-il au contraire avoir la modestie de considérer que la réalité se présente à nous de façon incomplète. Des informations nous échappent, l'univers ne nous dit pas tout, et certains qu'on prend pour des billes savent des choses que nous ne savons pas. À présent, approchez votre écran. Voici, pour les déprimés nombreux qui m'écoutent, un jaune sieste fin d'été hors tiède, soleil souvenir de 17h, idéal pour chasser les idées noires. Je vous laisse en profiter quelques instants. Ça vous a plu ? Alors rendez-vous bientôt ici même pour d'autres séances de chromothérapie, bon moyen de court-circuiter l'idée comme quoi les écrans nuisent à la santé et que le service public ne sert à rien. C'était chouette cette petite séance. Merci Forgeard. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue à vous. Natacha, on l'a vu encore cet hiver, il y a eu de nombreux morts en montagne qui pratiquaient le ski hors piste. Ce qui vous a inspiré une question à méditer ce soir. Pourquoi continue-t-on à pratiquer le hors-piste alors que l'on sait que c'est dangereux ? Oui, visiblement, le danger ne dissuade pas, puisqu'en France, chaque année, les avalanches fauchent une vingtaine de vies. Et dans leur écrasante majorité, les victimes s'aventuraient en dehors des sentiers balisés. Alors un bilan qui pourtant ne freine pas les ardeurs des amateurs de sensations fortes, puisque la pratique du hors-piste ne cesse de gagner du terrain chaque année. Selon un sondage, 25% des skieurs français réguliers pratiquent le hors-piste. Alors, ce n'est pas interdit par la loi, on sait que ça peut coûter la vie, et la question de son interdiction, c'est une arlésienne depuis des années. Et sur les réseaux sociaux, on constate des milliers de vidéos de skieurs qui se filment dans le blanc immaculé, hashtag hors-piste, hashtag kiff. Voilà, les exploits se médiatisent, les limites se repoussent. Alors, comment expliquer cet engouement ? Alors déjà, il y a l'excès de confiance des skieurs, qui est assez classique chez les sportifs. Et puis ensuite, il y a une explication plus physiologique. Face au danger, on reçoit un shoot d'adrénaline et de dopamine, une ivresse chimique qui est bien réelle. Mais au-delà de cette chimie, eh bien, il y a quelque chose de plus profond qui se joue, peut-être quelque chose de l'ordre de l'exploration métaphysique. Ah, c'est-à-dire le goût du risque, c'est ça ? Exactement, le risque est beau, écrit Platon dans ses échanges avec Socrate dans Phédon, au IVe siècle, avant notre ère. Et puis, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel écrit dans Éloge
l'approche du risque, risquer sa vie est l'une des plus belles expressions de notre langue. Selon elle, refuser le risque, c'est refuser de vivre. Et il faut dire que dans notre société, la sécurité est devenue une norme collective. Casque obligatoire à vélo, au ski, la prudence est devenue une règle de vie. Alors le hors-piste, c'est peut-être ça, une façon d'être délibérément à contre-courant. Et puis, le sociologue David Le Breton, dans Conduite à risque, va plus loin. Pour lui, le de se frotter comme ça au danger, ce serait un jeu symbolique avec la mort, ce qui donnerait toute l'intensité à une existence. Un peu le risquer plus pour vivre plus, ou une variation autour du memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et puis il y a Sénèque, au 1er siècle, dans son traité de la brièveté de la vie, qui le formulait déjà, la vraie imprudence, c'est d'oublier le risque de la vie brève. Mais alors, ceci dit, si comme moi, vous aimez pas trop le froid, mais les sensations fortes et aussi votre canapé, il y a ce jeu qui vient de sortir, Cairn, un jeu d'escalade, voilà, qui a été conçu avec la grande alpiniste. C'est beaucoup moins risqué dans le canapé. Hein. Ouais. Elisabeth Révol, qui a aidé à concevoir ce jeu, donc voilà, des sueurs froides, mais au chaud, dans des chaussons. Merci Natacha. Oui, parce que le hors-piste, c'est dangereux, n'est-ce pas Pierre Kroll? Deux dessins. Oui, alors voilà, moi, tout simplement, les secours ici représentés par le Saint-Bernard doivent se demander si c'est vraiment beau, pourquoi vouloir avoir fait ce selfie là-bas. Et un deuxième dessin. Et puis, je voulais rappeler qu'il y a d'autres moyens de rester hors-piste. Ben voilà. C'est pas sans risque. Bien au chaud, vous avez raison Pierre. Merci à tous les amis, on se retrouve lundi à 20h05. On va se quitter avec un clin d'œil en musique à notre invité du samedi, le réalisateur Alexander Murphy. Avec lui, il y a un instant, nous sommes allés au-delà de Katmandou. Bien, on va y retourner avec Bob Seger, Katmandou. Tchuss.